Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc nous sommes réunis aujourd'hui et nous avons le plaisir d'accueillir Florent Bronès, responsable stratégie d'investissement BNP Paribas Wealth Management. Merci Florent, bonjour. Bonjour. Et Cédric Louboutin qui nous rejoindra pour la fin de la présentation cette fois-ci. D'habitude, il introduit, donc responsable de l'offre financière. Donc le thème d'aujourd'hui, Covid-19, quelle perspective économique post-confinement. Donc je vais laisser la parole à Florent et vous me dites au fur et à mesure, Florent, à quel moment passer des slides, ça vous va? Oui, ben vous pouvez passer la suivante. Alors, j'introduis une chose. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé les webconférences, vous avez la possibilité de poser vos questions dès à présent, mais on les traitera peut-être au fur et à mesure ou à la fin via le chat en bas à droite. Voilà, bonne conférence. Je passe une slide encore là? Oui, vas-y, oui. Voilà. Voilà, on va commencer par parler de la pandémie elle-même, puisque c'est l'origine des problèmes que nous rencontrons sur l'économie dans son ensemble, l'économie mondiale, et sur les marchés financiers. Alors la pandémie, vous la connaissez, c'est le Covid-19 qui a commencé en Asie à se développer. Et on voit sur ce graphique que le nombre de cas nouveaux ne cesse d'augmenter. Pendant toute la première phase, c'était essentiellement centré sur l'Asie. Puis, quelque part, à partir du mois de février, la pandémie s'est généralisée à l'Europe, et c'est l'Europe qui est devenue l'épicentre de cette pandémie. Et puis, plusieurs semaines plus tard, c'est les États-Unis qui sont devenus l'épicentre de la pandémie. Ce que l'on constate, c'est une crise sanitaire qui évolue de manière à peu près identique selon les zones. Il faut mettre en place des mesures de confinement de 6 à 8 semaines selon les cas. C'est un confinement plus ou moins dur pour voir le nombre de cas commencer à diminuer de manière significative après une période de plateau. L'Europe aujourd'hui est déjà derrière ce plateau, c'est-à-dire que le pic de la pandémie a probablement été atteint puisque nous sommes maintenant avec des nombres de nouveaux cas et des nombres de décès qui diminuent de manière significative, et ce depuis plusieurs jours. Donc on a de bonnes chances d'avoir passé le pic de cette épidémie. Par contre, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on est encore sur le plateau. On voit que le nombre de nouveaux cas ou le nombre de décès reste élevé dans ces deux pays, qui sont aujourd'hui l'épicentre de la pandémie. Mais l'étape suivante, puisque les États-Unis et la Grande-Bretagne sont déjà en confinement assez dur depuis suffisamment de semaines, le nombre de cas devrait baisser si la forme du Covid-19 et de cette pandémie se maintient. Le problème, c'est que la Russie, la Turquie, le Brésil, donc les pays émergents en dehors de l'Asie, prennent le relais. Et donc, on se retrouve bien toujours avec ce même développement très rapide du nombre de nouveaux cas et augmentation très inquiétante du nombre de décès. Aujourd'hui, on est avec 4,5 millions de cas d'infection par le Covid-19 déclarés au niveau mondial, plus de 300 000 décès, et plus de la moitié de la population mondiale qui est confinée avec des mesures assez strictes, puisque c'est la seule méthode que l'on ait jusqu'à maintenant, il faut que l'on confine les populations pour limiter le développement de cette pandémie. On travaille bien sûr au niveau mondial sur la mise au point de vaccins, sur la mise au point de médicaments, sur des tests. Pour vous savez tout ça, on ne parle que de ça à la radio, mais tant qu'on n'a pas de vaccin ou de médicaments efficaces, la seule méthode, c'est le confinement. Et c'est bien le confinement qui a un impact économique terrible, puisque lorsque l'on confine, on arrête, c'est par décret, les gouvernements décident que la vie des populations, la vie humaine, vaut davantage que l'économie, et donc on arrête l'économie de manière volontaire, ce qui nous crée des tensions extrêmes sur l'appareil sur l'appareil social, bien sûr, dans la société. Il y a en gros une première partie de l'activité qui est complètement arrêtée, c'est tout ce qui tourne autour des restaurants, de l'hôtellerie, des compagnies aériennes. Une partie qui n'est pratiquement pas touchée, c'est tous les services essentiels avec la distribution alimentaire, bien sûr la santé, puis une partie intermédiaire où certaines industries continuent de fonctionner quasiment à plein,
tout le tertiaire. D'autres activités sont quasiment arrêtées, comme le bâtiment, les travaux publics. Donc tout ça donne tout de même une récession d'une ampleur inégalée que l'on a au niveau mondial. Peut-être le slide suivant, s'il te plaît. Alors, justement, pour chiffrer, alors on ne le voit pas bien sur ce graphique, sur ces petits tableaux, il faudrait, moi je connais les chiffres, mais vous pouvez peut-être les augmenter. En 2020, on va connaître la plus dure récession de l'économie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on a des contractions d'activité tout à fait importantes, puisqu'on est sur des rythmes de contraction d'activité de l'ordre de 8% cette année dans l'eurozone ou en France, mais ça va jusqu'à par exemple 12% de contraction d'activité en Italie. C'est des chiffres qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques temps. Habituellement, une récession se fait dans les parties les plus cycliques des économies, c'est-à-dire l'industrie, le bâtiment, l'exportation. C'est ça qui faisait dans le passé les récessions. Et dans les récessions dans le passé, c'est les services amortissaient la conjoncture, parce que les services, habituellement, sont des choses très stables. Aujourd'hui, c'est ça qui est tout à fait surprenant, c'est que pour raison de confinement des populations, les services qui habituellement sont des amortisseurs deviennent le moteur de la récession, puisqu'on a des activités entières qui sont complètement fermées et donc un impact récessif extrêmement fort. Et c'est partout dans le monde, hein, on le voit aussi bien aux États-Unis que dans le monde émergent, on enlève X points de croissance partout. Donc notre schéma, c'est de dire, tant que on n'a pas trouvé de vaccin ou de médicaments, le confinement étant la seule méthode, si on lève les confinements comme on est en train de le faire en France, en Europe d'une manière générale, l'activité économique va repartir. Elle va repartir doucement, mais elle va repartir. Par contre, si le confinement ne fonctionne pas et qu'on doit reconfiner à la suite, si le déconfinement n'est pas efficace et se traduit par une nouvelle hausse du nombre de cas, dans ce cas-là, on risque la deuxième vague. C'est l'un des scénarios de risque qui pourrait impliquer une nouvelle phase de contraction d'activité plus tard. Mais notre scénario de base, c'est la reprise. C'est la reprise parce que, vous l'avez bien vu, vous l'avez noté, tous les gouvernements du monde, toutes les banques centrales du monde ont décidé de prendre le taureau par les cornes et injectent des liquidités, ont une stratégie extrêmement proactive pour que la reprise économique se fasse jour. La tactique est simple. Il faut éviter que l'appareil de production ne soit trop atteint. Il faut éviter des faillites d'entreprises autant que possible, de manière à ce que lorsque les confinements se terminent, les activités puissent repartir. C'est ce qui se passe en Chine. La Chine est en avance, comme je l'ai dit, dans ce cycle économique, dans ce cycle sanitaire et donc dans ce cycle économique. Et en Chine, on constate bien un rebond d'activité qui est plus ou moins rapide selon le secteur. Clairement, l'activité exportation en Chine est freinée par le manque de demande globale, mais au total, tout ce qui est domestique est très bien orienté et on voit que l'économie chinoise est d'ores et déjà sur le chemin de la reprise. Donc ça nous laisse penser que notre schéma d'une reprise en forme de U, donc une forte récession en ce moment, une période d'hésitation, de stabilisation avec le début du confinement, puis un rebond d'activité qui sera forcément progressif dans la seconde partie de l'année, et qui s'amplifie, c'est ce que l'on voit dans les chiffres de notre tableau, une reprise qui s'amplifie en 2021. Ça, c'est notre schéma, c'est notre scénario de base. On peut, comme je l'ai expliqué, faire des schémas beaucoup plus durs, hein, en disant qu'il n'y aura pas de reprise parce qu'il va y avoir une hausse du nombre de cas, on va repartir en confinement. Inversement, on peut très bien avoir une très bonne surprise un jour avec des découvertes significatives sur le plan des médicaments ou des vaccins et avoir un scénario de reprise encore plus rapide. C'est le jeu des scénarios. Nous avons un scénario qui peut paraître optimiste pour certains, mais qui peut paraître pessimiste pour d'autres, avec une forte contraction d'activité maintenant et un rebond d'activité partiel au second semestre en accélération en 2021. Le tableau sur la droite vous donne les chiffres d'inflation. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour en discuter, mais l'inflation dans notre scénario de base ne pose pas de problème en soi, ni du côté de la déflation, ni du côté de l'accélération de l'inflation. Aujourd'hui, les forces déflationnistes sont très puissantes,
mais nous pensons qu'elles seront contrebalancées par les politiques monétaires et fiscales mises en place. Et donc, nous avons un schéma où l'inflation reste contenue entre 0 et 1% cette année, et réaccélère doucement vers 2% l'année prochaine. À l'inverse, on ne croit pas qu'il y aura trop d'accélération de l'inflation parce que la demande n'est pas au rendez-vous. Historiquement, l'inflation accélère quand l'offre de biens est insuffisante pour couvrir la demande, et dans ces cas-là, les producteurs augmentent leurs prix. On n'est pas du tout dans ce cas-là puisqu'on est en récession. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller, notamment dans l'après-crise Covid-19, parce que on se rend bien compte que la démondialisation va être importante. Il y aura des schémas de production plus courts, donc peut-être des hausses de prix à venir. On se rend bien compte que les prix du pétrole, par exemple, dans notre scénario de base, vont remonter fortement, et donc ça aura un impact sur la hausse des prix. Mais il ne faut pas être trop mécanique et se dire les banques centrales sont en train d'injecter beaucoup d'argent, ça va se traduire mécaniquement par de l'inflation. Il y a des tas d'interrogations autour de ce mécanisme, notamment à cause de ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit, le multiplicateur de monétaire. Et on constate que malgré des injections massives de liquidités dans un certain nombre de pays, au Japon par exemple depuis 20 ans, l'inflation n'a pas accéléré. On lutte contre la déflation avec ce type de mécanisme. Donc voilà, notre schéma économique, c'est une forme de U en termes de croissance sur l'activité elle-même et des reprises d'inflation tout à fait modérées. On va peut-être passer au suivant. Alors, les risques autour de notre scénario, j'en ai parlé. Inflation ou déflation, j'en ai parlé également. Donc, on peut passer au slide suivant. Et ça va m'amener probablement à parler donc plus de marchés financiers et d'impact sur les bourses. Alors, on est confronté à des forces divergentes, des facteurs très puissants, à la fois positifs et négatifs. Du côté négatif, on a bien évidemment la contraction d'activité, la récession qu'on n'avait jamais connue depuis 70 ans, qui va avoir une implication extrêmement forte sur les profits des entreprises. Et on l'a vu avec cette saison des résultats au premier trimestre, les entreprises ont révisé en baisse leurs chiffres. Les entreprises aussi ont de plus en plus de mal à donner des indications, des guidance, à guider le marché, les analystes sur l'ensemble de l'année parce que la visibilité est mauvaise. Donc ça, ce sont des facteurs négatifs forts. Et à notre avis, ces facteurs vont rester présents, notamment au second trimestre, notamment maintenant, parce que on sait que ça arrive, les marchés ont probablement digéré tout ça, mais les chiffres économiques restent tout de même très 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 mauvais sur les prochaines semaines, prochains mois. À l'inverse, il y a des facteurs positifs, et notamment un facteur très fort, c'est la politique économique. Aussi bien sur le plan monétaire que sur le plan fiscal, les injections de liquidités sont très importantes. Et il y a un proverbe américain en bourse qui est très, très répandu, c'est « Don't fight the Fed ». Il ne faut pas se bagarrer contre la Fed. La Fed est très, très puissante. Elle a déjà fait ce qu'il fallait en termes de liquidité pour éviter que la liquidité s'assèche complètement, notamment sur le dollar. Elle a fait ce qu'il fallait pour que les marchés se calment. Et on a bien vu que le marché américain avait rebondi de manière extrêmement spectaculaire. Et toutes les banques centrales font ce que la Fed est en train de faire, avec plus ou moins de succès, mais avec cette idée qu'on a une période difficile à passer sur le plan économique, et lorsqu'on passera cette période difficile de quelques mois, l'activité reviendra vers des choses plus ou moins normales. En tout cas, la récession ne va pas durer éternellement. Et ça, c'est un facteur de soutien extrêmement fort pour les marchés actions. Donc, et nous partageons le fait que la politique fiscale et la politique monétaire sont des outils extrêmement puissants qui sont utilisés à plein aujourd'hui, qui qui se transmettront dans l'économie réelle, à condition, ça c'est une condition non négligeable, que les destructions dans l'appareil de production ne soient pas trop importantes. Et nous pensons que les gouvernements vont faire ce qu'il faut, d'une manière générale, pour éviter cela. Donc la reprise viendra. On peut discuter à l'infini pour savoir si nos chiffres sont trop optimistes ou pas, mais nous sommes très confiants quant à ce profil en U de la reprise économique et quant à une reprise également des marchés financiers plus tard. Donc ce qui nous donne en fait donc un court terme incertain, très incertain sur les prochaines semaines ou les tout prochains mois,
parce que la récession est dure, parce que le déconfinement se passe, mais on n'est pas sûr que ça se passe très bien, parce que les entreprises nous guident vers des profits beaucoup plus bas, mais on a une conviction très forte sur le fait que les bourses devraient être plus hautes à 6 ou 12 mois par rapport au niveau actuel. Donc la stratégie que nous mettons en place sur le plan boursier, c'est une stratégie d'accumulation des bourses sur faiblesse. Et là, ce que nous mettons en avant sont donc les marchés et les secteurs que nous aimons bien, ou les thèmes d'investissement que nous aimons bien, à long terme. À court terme, on reconnaît qu'on n'a pas de boule de cristal, que les niveaux de volatilité sont très élevés, que l'analyse technique sera importante, et par exemple, vous en avez déjà fait part, mais nous aimons bien un certain nombre de pays, des États-Unis, la zone émergente et l'eurozone notamment. Nous aimons bien un certain nombre de secteurs et certains thèmes d'investissement vont être favorisés par cette crise de Covid-19 et ses impacts sur une longue période, notamment dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine du digital. Voilà, donc notre stratégie s'articule autour de ces deux axes. La crise elle-même est là, elle est dure, mais elle ne va pas durer très longtemps parce que les politiques économiques de relance seront efficaces. On va s'ajuster, on est dans une période difficile à l'heure actuelle, il faut en profiter pour accumuler, pour renforcer les positions sur faiblesse, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, y aller doucement, mais sûrement. Voilà, la slide suivante, si... Voilà, et je pense que maintenant nous sommes arrivés, c'est ce que je voulais vous dire en un peu plus de 10 minutes, le raisonnement général, et je peux maintenant essayer de répondre à vos questions plus précises et plus précisément si vous le voulez. Alors, merci. On me demande quels sont, alors c'est plus de la technique, les outils utilisés pour les prévisions sur le premier tableau. Le premier tableau, c'est sur la croissance économique. C'est les prévisions de nos économistes qui se font de manière classique, avec un certain nombre de modèles d'économétrie, mais complétés par des observations autour des différents segments de l'économie. Alors, il y a plusieurs méthodes. C'est du travail d'économiste assez classique. Il n'y a rien de bien nouveau là-dessus. D'accord. On me demande, alors je ne sais pas si le Nasdaq n'est-il pas trop actuellement par rapport à la situation actuelle et n'est-on pas dans une bulle technologique? Le Nasdaq est revenu en territoire positif depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on a eu une très forte baisse inhabituelle pour les valeurs technologiques, suivie d'un fort rebond. Ce rebond, il s'est fait sur un petit nombre de valeurs, mais sur un petit nombre de grosses valeurs qui ont tiré le marché vers le haut. Et là, fondamentalement, on a des valeurs qui en fait bénéficient de cette crise de Covid-19. On voit que des Amazon, des Apple ou des Microsoft bénéficient de la digitalisation, d'utilisation sans cesse renouvelée et sans cesse de plus en plus forte que l'on fait des outils digitaux. Donc, les profits de ces entreprises ne sont pas du tout attaqués par la crise financière, par la crise économique que l'on connaît à l'heure actuelle, au contraire. Et donc, la question de la valorisation, puisque la question de la bulle, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de rêver avec des niveaux de valorisation trop élevés? Eh bien, paradoxalement, non. Il y a deux secteurs qui ont beaucoup monté dans la crise actuelle et qui ont terriblement surperformé les marchés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, c'est la technologie et le secteur de la santé. Et quand on regarde les valorisations, donc en termes de PE prospectif, en termes de price sur cash flow prospectif, on a des primes qui sont de l'ordre de 20% par rapport aux moyennes historiques longues. Rien d'inhabituel. C'est pas du tout les niveaux de valorisation qu'on avait sur la bulle technologique du début des années 2000. Les valeurs de technologie ou les valeurs de santé sont chères, mais pas horriblement chères par rapport à leur historique. Donc, parler de bulle me paraît très, très excessif. Il faut reconnaître que la technologie américaine, ce sont des entreprises globales, des entreprises leaders de leur marché, et que ce sont des marchés en croissance. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas d'excès. D'ailleurs, pour la personne qui pose cette question, je suggère peut-être de regarder sur notre chaîne YouTube la webconférence qui a été faite sur le secteur technologique par Florent Martini, que vous pouvez également suivre sur Twitter. Il a traité justement cette notion de digitalisation qui boostait les entreprises de ce secteur. J'avais une question liée, vous avez parlé tout à l'heure de la zone eurozone US que vous aimiez bien et certains secteurs. Est-ce que peut-être on peut en dire un peu plus sur les secteurs justement?
Alors, je vais surtout vous parler de la zone euro, là, parce qu'il y a un élément qui est important. Quand on compare les États-Unis et la zone euro, on voit que les États-Unis surperforment. Ça fait 11 ans maintenant qu'il y a une forte surperformance du marché américain par rapport à la zone euro notamment. Par rapport à tous les marchés hein, en termes de géographie. Le marché américain est vraiment le marché leader grâce à ce secteur de la technologie qui a fortement monté, mais également grâce au secteur de la santé, puisque j'ai pris ces deux exemples, ces deux secteurs qui ont performé, sur lesquels les entreprises américaines performent mieux que les entreprises européennes ou asiatiques. La zone euro, en plus, doit faire face à une difficulté intrinsèque, c'est que l'Europe, c'est toujours compliqué. Et on voit que, par exemple, pour le financement des programmes de relance qui ont été décidés par les gouvernements, là, on a des discussions au niveau européen qui durent, qui s'éternisent. Les outils actuels, les mécanismes actuels de la zone euro vont être utilisés à plein. Je pense notamment au mécanisme de stabilité européenne ou à la Banque européenne d'investissement ou au mécanisme d'assurance du chômage européen. Mais ça ne suffira pas à financer tous les programmes qui ont été annoncés. Et là, il y a un débat en Europe, au sein de l'eurozone, entre les pays d'Europe du Sud, hein, qui demandent la mise en place d'eurobonds avec une mutualisation effective des niveaux européens, et puis les pays d'Europe du Nord ou du Centre, hein, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, qui refusent cette mutualisation complète. Et on a ce débat qui dure, et qui est l'une des explications les plus importantes, à mon avis, d'une part à la sous-performance des marchés actions de l'eurozone, et d'autre part aux tensions qu'on a connues sur les spreads, puisque les spreads du sud de l'Europe, notamment de l'Italie, se sont tendus. Alors, la vision de BNP Paribas, c'est de dire on va avoir un accord, on va trouver une solution intermédiaire qui ne sera pas de la mutualisation complète des risques, mais qui amènera tout de même les pays européens à davantage de solidarité. On pense à un système, un nouveau mécanisme qui sera mis en place pour une durée précise, 5, 7, 10 ans, on ne sait pas, mais pour une durée fixée à l'avance, qui sera dédié à la lutte contre le Covid-19, probablement adossé au budget européen dont on va très certainement augmenter la taille. Donc tout ça est en négociation. L'Union européenne, la Commission européenne est en charge de cette discussion. L'Allemagne va prendre la direction de la zone euro au mois de juin. Et on a de bonnes chances que les choses se débloquent. Mais encore une fois, aux États-Unis, il y a un État fédéral qui décide, avec une administration Trump qui est à la manœuvre. En Europe, il y a 26 pays qui doivent se discuter, se mettre d'accord. Et l'eurozone, c'est beaucoup plus compliqué même que l'Union européenne. Voilà, mais nous avons bon espoir qu'un accord se dessine. Et donc nous restons acheteurs de la zone euro. La zone euro est un marché qui est très bon marché. Autant le Nasdaq pose une question en termes de valorisation parce qu'il est plutôt cher par rapport à son historique, autant la zone euro est très bon marché par rapport à son historique. Et les taux d'intérêt sont bas, vont rester bas. Si l'on veut protéger son capital contre l'inflation sur longue période, on ne va pas pouvoir rester avec des obligations qui rapportent zéro. Soit on va prendre davantage de risques dans la sphère obligataire, en allant vers des segments de marché comme les obligations d'entreprises de bonne qualité ou des taux souverains d'Italie ou d'Espagne, ou bien on va prendre carrément plus de risques en allant vers les marchés actions. Nous pensons que ce mécanisme va se remettre en place dès que la reprise économique sera au rendez-vous. Voilà, donc la zone euro, c'est une zone qu'on aime bien. Il y a aussi les émergents. Alors, les émergents, c'est surtout sur l'Asie que nous mettons l'emphase, l'Asie hors Japon. On vient de rajouter la Chine et Taïwan à nos recommandations positives sur les marchés asiatiques. Là, l'idée, c'est que c'est vrai que ce sont des marchés, très bons marchés aussi par rapport à leur historique. Hein. On est sur des niveaux de valorisation, notamment par rapport au marché américain, qu'on a très rarement vus. Mais pour que les marchés asiatiques redémarrent, il faudrait que, d'une part, l'activité continue de se reprendre en Chine, ce qui est bien parti, semble-t-il, puis d'autre part, il faudrait aussi que le dollar faiblisse. Alors, nous avons dans notre scénario de base que le dollar va baisser vers 1,14 et puis 1,16 vis-à-vis de l'euro. Et si le dollar se met à baisser, ben les marchés asiatiques vont pouvoir surperformer. Voilà. Mais l'Asie
est en avance dans le cycle sanitaire, dans la crise sanitaire et donc dans le cycle économique, et ça devrait se traduire en termes de performance boursière. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le côté faillite des entreprises. Oui, Est-ce que vous l'avez intégré donc dans vos analyses? J'imagine que oui. bien sûr. Et est-ce que et en quoi vous avez évincé une reprise en W plutôt donc par rapport à privilégier la reprise en U? Et par ailleurs, l'impact peut-être du social, enfin une éventuelle crise sociale en France, en Europe d'ici la fin de l'année. Voilà, j'ai pas mal de questions Ouais. qui se rejoignent sur ce sujet. Alors, la question des taux de défaut des entreprises. D'abord, on sait que dans les récessions classiques, on a toujours une hausse des taux de défaut. Donc, on aura une hausse des taux de défaut, c'est tout à fait clair. Par contre, les États sont en train de mettre en place des politiques claires de soutien des entreprises dans les secteurs les plus impactés par la crise Covid-19 et par les mesures de confinement. Donc, l'hypothèse que nous faisons, c'est que les États, notamment en Europe, on a des États qui sont forts, on a des États-providence qui ont l'habitude de ce type d'activisme, les États vont faire ce qu'il faut pour que la destruction des appareils de production soit minimale. Il y en aura forcément, c'est clair, il va y avoir des faillites d'entreprise, mais nous pensons que ça va rester relativement modéré. Ça, c'est une hypothèse de travail. Alors, je ne peux pas vous prouver que ça va se passer comme ça, mais il nous semble qu'il y a de bonnes chances que les États fassent ce qu'il faut pour arriver à cela. Alors, oui, pardon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question sociale. C'est difficile de faire des prévisions sur le social. Aujourd'hui, la priorité, elle est sanitaire. Je serais tout de même surpris qu'on passe d'une crise sanitaire aussi dure que celle qu'on a aujourd'hui à une crise sociale comme ça du jour au lendemain aussi rapidement. Donc je pense il ne faut pas aller trop vite dans l'analyse et il ne faut pas radicaliser trop les opinions. C'est un avis personnel là-dessus, mais la notion de crise sociale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en France et dont on parle beaucoup moins dès qu'on quitte les frontières nationales. Mais c'est pour ça aussi que les gouvernements vont faire ce qu'il faut pour éviter cette hausse des taux de défaut, et ils font ce qu'il faut aussi pour soutenir les salariés qui sont dans une phase difficile, pour soutenir la consommation, etc. Alors, autre sujet, là on parle plutôt du secteur téléphonie. On a parlé du secteur technologie. Est-ce que le secteur téléphonie profitera de la crise? Alors, ce qui est certain, à notre avis, c'est que les investissements dans le secteur du téléphone mobile vont devoir augmenter et que les gouvernements et les compagnies de téléphone vont devoir accélérer leur programme d'investissement dans la 5G. Il nous semble qu'on a bien vu que des WebEx se font de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus fréquente qu'avant. Et on l'a bien vu, nous chez BNP, on avait déjà du télétravail, mais on va passer à un télétravail beaucoup plus important et un recours beaucoup plus systématique à la téléphonie. Donc, les entreprises vont devoir investir davantage dans ces domaines-là. C'est clairement un des facteurs, un des thèmes d'investissement qui va nous paraître important, qu'il va falloir jouer dans les prochains mois pour bénéficier des impacts positifs du Covid-19. Mais c'est plus via les fabricants d'infrastructures de téléphonie que via les opérateurs qu'on va jouer. Là, je vais repartir un peu plus sur l'Europe. La situation de l'Italie, problème économique, est-ce qu'il y a un risque de défaut? Et après, ce sera plus sur le Brexit. La question portera plus sur le résultat. Alors l'Italie, c'est un pays qui a historiquement beaucoup de dettes, bien sûr, on le sait tous, et tous les pays du monde vont, après cette crise Covid-19 et après l'intervention massive des États, connaître des taux d'endettement plus élevés. Donc le taux d'endettement de l'Italie va monter de 10 à 20 points, comme tous les pays de la zone euro, par rapport à leur PNB. Quand on doit voir le risque de défaut d'un pays, on a deux approches possibles. Premièrement, c'est une approche bilancielle. Deuxièmement, c'est une approche du coût de la dette. L'Italie est un pays riche. L'Italie est un pays qui a de la dette, mais qui a des actifs en face. Donc, quand on raisonne sur le bilan
du pays, on se rend compte que oui, il y a des dettes, mais il y a des actifs. Il y a des actifs immobiliers, il y a des entreprises, etc. Donc, vous voyez, le problème de la Grèce, pourquoi la Grèce a fait défaut, pourquoi la Grèce a eu un problème? Parce qu'elle avait de la dette, mais que les actifs sont partis. Et l'argent est sorti de Grèce, et à partir du moment où l'argent a commencé à sortir de la Grèce, ben, la crise de la dette est devenue importante. En Italie, à ce jour, il y a des dettes, mais les actifs sont là, et les actifs ne bougent pas. Alors, nous pensons que la solidarité européenne va permettre à la Grèce, à l'Italie, de trouver des financements pour que la situation ne se détériore pas. C'est une hypothèse que nous faisons et il y a de bonnes chances que ça se fasse d'après notre analyse. La deuxième façon d'appréhender un problème de dette, c'est de regarder le coût de la dette. En Grèce, quand l'argent a commencé à sortir, quand on a vu que le déséquilibre entre du bilan se faisait parce que les actifs sortaient du pays, le coût de la dette a fortement monté. Et on a vu les taux d'intérêt exploser à la hausse. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, même en Italie, sont relativement bas. On a vu une petite hausse des spreads vers 230 points de base, mais le taux à 10 ans en Italie reste inférieur à 2%. En Grèce, quand ça a vraiment commencé à aller mal, c'est monté jusqu'à 9, 10, 12%. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout le même type de réaction et la même peur vis-à-vis de la dette italienne que vis-à-vis des autres pays. Cependant, c'est vrai qu'il va falloir surveiller ce pays. Ce pays n'a pas de croissance économique depuis une dizaine d'années. Le PNB potentiel est très très plat. Et c'est un problème. Et le vieillissement de la population italienne est une question. L'écart qu'il y a entre le nord et le sud de l'Italie est un problème structurel très difficile à régler. Il y a des problèmes dans cette économie, mais cette économie a besoin de l'Europe. Donc là, le problème en Italie, c'est plus un problème politique. S'il y a un risque sur l'Italie, ce n'est pas un risque fiscal ou monétaire, à mon avis. C'est un risque politique. Si demain, on a de nouveau des élections, de nouveau une remise en cause du gouvernement, et malheureusement, l'expérience italienne des 70 dernières années, c'est qu'un gouvernement dure en moyenne 18 mois en Italie. Donc on peut avoir des soubresauts politiques dans ce pays, c'est à surveiller. Néanmoins, notre hypothèse, c'est que l'Italie ne peut pas se passer de l'Europe. L'Europe va aider absolument l'Italie. Et donc la tension que l'on a sur les spreads à ce jour est plutôt une opportunité de renforcer les positions sur la dette italienne si c'est un actif que vous avez envie de trouver. Merci. Une question donc plutôt sur le Brexit. La crise du Covid va-t-elle créer une incertitude supplémentaire sur les négociations du Brexit, son calendrier, et peut-être influencer ses prévisions? Alors les prévisions, nous, on n'a pas parlé particulièrement du Brexit, du UK. Le Royaume-Uni a un comportement qui ne devrait pas être très différent des économies européennes. La crise de Covid-19 est très dure au Royaume-Uni. Et on n'en parle pas trop du Brexit à l'heure actuelle parce que ce n'est pas le sujet numéro un. Ce qui veut dire qu'il y aura probablement un décalage des négociations. On ne voit pas comment ils peuvent gérer à la fois la crise du Covid-19 et négocier avant la fin de l'année. Ça va être très très difficile. Donc le plus probable tout de même est qu'on ait un report des négociations et que ça déborde très largement sur 2021. Et pour l'instant, les marchés financiers sont partis sur l'idée que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un sujet. On ne parle pas beaucoup du Brexit à l'heure actuelle. On parle beaucoup du Covid-19, que M. Johnson a eu la maladie. Il voulait faire une sortie rapide de confinement, il s'est fait recadrer rapidement, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont d'actualité, mais qui sont assez communs à tous les pays confrontés à la pandémie. Alors, je ne suis pas très sûre de la question. Ça traite toujours de l'Europe. Euro-monnaie commune plutôt que monnaie unique pour éviter des blocages répétitifs. Je ne sais pas si elle est bien posée. Je ne sais pas bien comment expliquer. Je crois que la question sous-jacente, c'est qu'on a une devise commune, c'est l'euro, mais on a autant de politiques fiscales qu'il y a de pays. Je pense que c'est le problème intrinsèque de la zone euro, c'est ça, c'est une seule devise, une seule banque centrale, mais 26 politiques fiscales. Donc l'intégration des politiques fiscales, c'est quelque chose que les pro-européens discutent parfois.
et qui se retrouvent mal du côté des politiques. Et les opinions publiques ne sont pas favorables du tout à un fédéralisme plus avancé. Vous voyez, quand on parle des États-Unis, on parle du dollar, on parle de la Fed, on parle d'une seule politique fiscale également. L'État fédéral a une politique fiscale. Alors, il y a des leviers locaux. L'Oklahoma n'a pas la même politique fiscale que l'État de New York, mais quand l'Oklahoma est en crise pour des raisons spécifiques, personne ne va dire que l'Oklahoma doit sortir des États-Unis. En Europe, la question vient. L'Italie a des problèmes, est-ce que l'Italie va sortir de l'Europe? Voilà, donc c'est ce type de questions qui se pose. Puis il faut garder en tête que l'euro est une devise jeune. Donc on est un continent ancien, on est le vieux monde, mais on a l'une des devises les plus jeunes du monde. Donc les marchés financiers n'ont pas toujours très confiance. Puis c'est compliqué, c'est très compliqué d'expliquer l'Europe à des non-européens, même aux Européens. Alors justement sur l'euro-dollar, j'avais une question. Quelles sont tes prévisions? Alors 1,20 ou 1,03 ou plutôt 1,0? Non, nous, ni 1,20 ni 1,03, pas de parité et pas de baisse trop forte. Aujourd'hui, les parités de pouvoir d'achat, donc la valeur que les économistes la mesurent sur l'euro-dollar, ce serait une parité à 1,26 ou 1,28 selon les mesures. Donc ça voudrait dire que le dollar est déjà très surévalué par rapport aux parités de pouvoir d'achat. Ça veut dire que tendanciellement, il serait, si les fondamentaux économiques n'étaient que les seuls à jouer, il faudrait que le dollar baisse vers des 1,25. Or, les spreads de taux d'intérêt restent élevés en faveur du dollar, même s'ils sont moins élevés qu'ils ne l'étaient. On a toujours des taux d'intérêt positifs aux États-Unis, alors qu'on a des taux d'intérêt négatifs sur l'essentiel de la zone euro. Donc ça soutient le dollar. Ça soutient le dollar à un moment en plus où on est en récession, où on a eu un bear market sur les equities, où on a des questions sur le devenir de la planète. Et là, le dollar joue son rôle de monnaie refuge. Donc c'est ce qui explique que le dollar ait été beaucoup plus fort ces dernières années que les parités de pouvoir d'achat ne le suggéraient. Et nous, on pense que les écarts de taux d'intérêt sont en train de se réduire, donc que le dollar devrait tout de même, quand ça va se calmer, faiblir un peu. Donc on a une prévision 1,12 et 1,16 sur l'euro-dollar, à 3 mois puis à 12 mois, mais on constate que tant que la pandémie dure, on a une espèce de réflexe des investisseurs à garder du dollar. Mais la tendance devrait être un petit affaiblissement du dollar. On a finalement, j'ai une autre remarque générale sur les taux de change à faire, c'est que on a connu beaucoup de volatilité sur les prix de beaucoup d'actifs, hein, les equities, les spreads corporate, les spreads souverains. Et finalement, sur les taux de change, il y a eu assez peu de mouvements. La volatilité sur les taux de change, telle qu'on l'observe, est plutôt faible par rapport à l'historique, alors que la volatilité sur les equities a touché des points hauts qu'on n'avait jamais connus, même pendant la crise de 2008-2009. Le VIX a fait un nouveau record pendant le mois de mars. Alors que sur l'échange, la volatilité telle qu'elle est pricée dans les options est tout à fait basse. Merci. On va traiter encore 2-3 questions. Je les regroupe. J'ai des questions sur la 5G ou encore un mot sur l'or, si vous pouviez. Ouais. Après, peut-être le secteur bancaire. Alors, la 5G, j'en ai déjà parlé, c'est un thème qui va rester important. L'or, on aime bien l'or, on est positif sur le métal jaune, on a ce mois-ci révisé en hausse nos objectifs, hein, on attend un range de 1600-1800 dollars l'once. L'or est un hedge, c'est une couverture contre le risque d'une manière générale, et on voit que quand le risque est présent, quand la volatilité est élevée, on a un réflexe d'acheter un peu plus d'or. Et nous, on pense que la volatilité va rester élevée sur les prochaines semaines, prochains mois, donc on aime bien l'or pour décorréler, décorréler une partie du portefeuille des marchés actions, puis ça permet d'amoindrir, de lisser la volatilité du portefeuille dans son ensemble. Donc on recommande d'avoir une pincée d'or dans les portefeuilles. Alors, il faut peut-être essayer d'acheter, non pas à 1730 comme aujourd'hui, mais un peu plus bas, parce que ça vient de beaucoup monter, mais structurellement, on est acheteur d'or.
trouve ça très joli, une pincée d'or. Le secteur bancaire, donc c'était une question, est touché par la crise sanitaire. Pensez-vous que la réglementation prudentielle bancaire va se durcir? À l'inverse, elle est en train de s'amoindrir. La réglementation prudentielle, on a eu 4 fois successives des autorités, notamment en Europe, qui ont diminué les ratios prudentiels. C'est un grand retournement par rapport à la période 2009 jusqu'à hier ou avant-hier. C'est que les autorités de régulation se rendent bien compte que le secteur bancaire fait partie de la solution pour sortir de la crise. Quel est le moyen de transmission de toutes ces liquidités et tous ces fonds injectés par les États? C'est les banques. Les banques sont une courroie de transmission de la politique monétaire tout à fait essentielle. En 2008-2009, les banques, au niveau global, étaient la source du problème. Aujourd'hui, je pense que les banques sont la solution au problème. Enfin, pas la solution, mais font partie de la solution. Alors, cela dit, les taux de défaut vont monter, comme je l'ai expliqué, mais de manière raisonnable, ils vont tout de même monter. Et donc, le marché se dit, tant que les taux d'intérêt restent bas et tant que les défauts sur les entreprises augmentent, le secteur bancaire n'est pas favorisé. Donc, clairement, le secteur bancaire a des vents contraires en face de lui. Il est soutenu par les autorités de régulation, ce qui est logique à l'heure actuelle. Et en termes de valorisation, on est sur des niveaux extrêmement bas. Alors que les ratios de capitalisation sont bons, on a 2 à 3 fois plus de capital selon les pays dans le secteur bancaire, les décotes sur actifs nets réévalués n'ont jamais été aussi fortes qu'en ce moment. Mais bon, voilà, il y a des plus, il y a des moins. Donc nous, on n'est que neutre aujourd'hui sur le secteur bancaire. On passera positif sur le secteur bancaire le jour où on atteindra une hausse des taux. Parce que les banquiers sont des gens qui travaillent la courbe des taux, et pour que nous fassions de l'argent de manière importante et en hausse, il faudrait tout de même que la pente des taux soit plus élevée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Voilà, donc on n'est que neutre sur les bancaires, et si on veut faire des financières, on préfère le secteur de l'assurance, d'une manière générale. Merci. Je vais peut-être passer la parole à Cédric Louboutin, si tu es là. Oui. Oui. Ah, et on te voit. Alors, enfin, comme j'ai dit dans le chat, on va pas rentrer dans le détail des valeurs aujourd'hui parce qu'on avait beaucoup de questions, donc, et on arrive au terme de la conférence. Mais tu avais peut-être envie de conclure. Ce qu'on peut dire sur les valeurs, parce que je sais que vous êtes très friand de valeurs, ce que Florent a pu vous présenter, les secteurs qui en découlent, je vous invite vraiment à revoir les précédentes webconférences, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas eu il y a eu peu de changements en fait. C'est peut-être la grande leçon depuis le début de l'année, c'est que avant la crise, pendant la crise et aujourd'hui, au niveau sectoriel, les performances sont quasi identiques. C'est-à-dire qu'en haut des meilleurs performeurs, on va retrouver les secteurs des utilities, on va retrouver le secteur de la santé, surtout on va trouver le secteur de la technologie, on va trouver le secteur de la distribution, et dans les pires, on va trouver le pétrole, on va trouver les bancaires. On en connaît les raisons. Et en fait, il n'y a pas eu de redistribution des cartes. Donc en fait, ce qu'on a pu dire il y a 2 semaines, un mois et demi, reste encore d'actualité. Donc au niveau sectoriel, ça ne bouge pas. Et au niveau valeur, les convictions restent également valables. Donc vous pouvez retrouver ces webconférences sur la chaîne YouTube de Port Jean Part, n'hésitez pas, elles sont dans la partie vidéo. Et effectivement, on a traité services à la consommation, technologie, la santé. Voilà. Alors, on me demande comment, puisque tu as parlé un peu secteur, transport et la logistique. Quid du secteur transport et logistique? Alors, on n'est pas descendu encore aussi bas, mais pour l'instant, je pense que ça fait vraiment partie des secteurs pour lesquels on attend, puisque en termes de valeur cotée, c'est pas très large. Il y a beaucoup de croisiéristes, il y a beaucoup, c'est à peu près tout, c'est le transport aérien essentiellement. Et là aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt au cœur de l'œil du cyclone. On est dans l'œil du cyclone plus que des perspectives qui se sont dégagées. Je crois que Florent l'a mentionné tout à l'heure. Ce qui est vraiment crucial en ce moment, c'est que
à 95%, les sociétés n'ont donné aucune perspective pour 2020 et pour les prochains trimestres. C'est rare, mais voilà, je pense qu'il n'y a aucune visibilité. Donc on avance à tâtons. Santé, technologie restent quand même des secteurs avec des valeurs assez sûres à court terme en tout cas. Florent a parlé de l'or, on me demande comment investir sur l'or. Alors, pour investir sur l'or, alors bon, bah, déjà vous pouvez en acheter, hein, ça c'est toujours possible, faut bien le cacher. Sinon, vous pouvez acheter du tracker. On a un tracker avec un sous-jacent physique qui peut être mis dans un compte titre et jamais dans un contrat d'assurance vie, et encore moins dans un PEA. Je vous propose, de mémoire, c'est l'Invesco, j'ai plus la référence en tête, mais on pourra vous communiquer ça, ou votre conseiller ou gérant habituel pourra vous le communiquer. Donc, vous avez toujours le moyen, donc, sur toutes les valeurs, de contacter votre conseiller directement, évidemment. Il est là pour ça. Et ça me permet aussi d'annoncer la prochaine webconférence dont on n'a pas exactement la date. Ce ne sera pas la semaine prochaine parce qu'elle est très, très courte. Et elle sera réalisée en partenariat donc, avec Port-Jean par Gestion. Comment les PME ETI résistent-elles? Comment elles se comportent? Donc, vous aviez beaucoup de questions, justement, sur les entreprises, le tissu des entreprises tout à l'heure. Donc, on pourra certainement y répondre dans 15 jours. Voilà, je vais remercier Florent et Cédric d'être présents. C'était, enfin pour ma part, j'ai trouvé ça très très intéressant, différent donc du point de vue sectoriel, mais une prise de hauteur sur l'économie qui est intéressante. Voilà, merci à tous. J'ai noté les questions. Merci à tous. Tout le monde et bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Bon week-end.